Il y a une très belle phrase qui dit « Le succès laisse des traces ». Et bien dans cette vidéo, on va parler ensemble de 7 compétences qui peuvent être considérées comme étant des traces que tu peux suivre pour atteindre aussi à ton échelle un certain niveau de succès. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu vises. Peut-être que tu vises la liberté financière. Peut-être que tu as pour objectif d'atteindre certains chiffres d'affaires d'ici la fin du mois. Peut-être que tu as pour objectif de te faire plus d'amis parce que tu viens d'arriver dans un nouvel environnement et tu vas être coutumier de ce nouvel environnement-là. Eh bien, cette compétence à elle seule peuvent te permettre d'atteindre tous les objectifs que je viens de te citer. Donc, j'espère vraiment que tu es prêt pour ce qui va suivre parce que ça va vraiment envoyer du lourd. Sur ce, let's go! Alors, la compétence numéro 1 que tu dois absolument avoir, c'est celle de la prise de parole en public. Prise de parole en public. Alors, ça c'est une compétence qui peut être sous-estimée par beaucoup de personnes et qui peut être très mal traduite. Alors pour moi, la prise de parole en public, c'est quoi? C'est tout simplement l'art de simplifier son message au maximum afin que toutes les personnes qui l'écoutent puissent atteindre l'objectif qui est visé par le message qui est distribué lors de la prise de parole en public. Et je sais que pour beaucoup, c'est l'art de bien parler, c'est l'art d'être éloquent. Pour moi, la bonne prise de parole en public n'a rien à voir avec ça. Pourquoi? Je m'explique. Toutes les personnes successful que vous verrez aujourd'hui, c'est même des personnes qui peuvent bégayer. Vous allez voir Elon Musk, vous allez voir Steve Jobs de son époque. Je ne dis pas qu'ils ne travaillent pas la prise de parole en public, mais je dis qu'ils travaillent extrêmement pour simplifier le message et pour le rendre accessible à tous pour que les mots qui seront inclus dans la prise de parole en public permettent à l'équipe qui va suivre ou même aux investisseurs qui vont l'écouter de tout simplement adhérer à l'objectif qui est derrière. Imaginez par exemple que vous voulez sortir un nouveau produit et que vous avez une équipe. Vous voulez prendre une prise de parole. Vous voulez prendre une prise de parole parce que vous voulez motiver l'équipe. Vous avez deux façons de faire. Soit vous allez vouloir être éloquent et éblouir l'équipe. Et par votre éblouissement, vous allez motiver votre groupe. Soit vous allez tout simplement essayer de simplifier votre message au maximum et faire comprendre à l'équipe que l'objectif principal c'est ceci et voici exactement ce qu'il faut faire et vous allez prendre le moins de temps possible pour transmettre ce message. Pour moi, c'est ça la vraie prise de parole en public. Et une bonne façon de travailler votre prise de parole en public, c'est très simple. Tous les soirs, quand vous rentrez, c'est ce que j'avais proposé à ma petite soeur de faire lorsqu'elle devait passer son concours, en tout cas son entretien pour voyager en Belgique, pour continuer à faire ses études en Belgique. Je lui avais demandé de s'enregistrer tous les soirs où elle va préparer, pendant ce mini enregistrement-là, elle va préparer son entretien pour le consulat. Donc tous les soirs, on le faisait, elle s'enregistrait et elle m'envoyait, pardon. Et au bout de 32 jours, ça se voyait qu'elle parlait nettement mieux et que sa capacité à transmettre son message était beaucoup plus fluide. Et ça, c'est très important. Ça doit être très fluide. Beaucoup de personnes vont essayer d'utiliser de gros mots, vont essayer d'impressionner. Pourtant, le but de la prise de parole en public, ce n'est pas d'impressionner. Non. Quand vous êtes quelqu'un qui est surtout des ambitions entrepreneuriales, ce ne doit pas être d'impressionner. Ce doit être de quelle façon, quels sont les mots que je vais utiliser qui vont permettre en sorte que mon équipe puisse atteindre l'objectif le plus rapidement possible. Ça doit être ça l'objectif principal de vos différentes prises de parole en public. Sur ce, la compétence numéro 2, c'est la négociation. La négociation. Alors, la négociation, c'est quoi? La négociation, c'est tout simplement l'art de faire adhérer autrui à ses idées. Je vous donne un exemple. Il y a de cela on peut dire que ça fait il y a quelques années, presque un an, que je cherchais à avoir une augmentation salariale dans une entreprise. Ça, c'est quelque chose que avec le temps, j'ai toujours un peu essayé de faire. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que pendant l'entretien, c'était mon premier essai. Je m'étais vraiment loupé et j'étais énervé au début. Pourquoi? Parce que je n'avais pas négocié mon salaire et que l'entreprise m'avait proposé le salaire le plus bas possible. Donc j'étais énervé. Donc ce qui s'est passé, c'est que la seconde entreprise qui m'a pris,
quand il fallait, quand on parlait de, voilà, d'argent, etc., de combien est-ce que vous voulez tous les mois, etc., ce que j'ai fait, c'est que j'ai proposé quelque chose et par la suite, je me suis tu. C'est-à-dire que je n'ai pas essayé de revenir sur ma parole. J'ai proposé un prix et je me suis tout simplement tu. J'ai fermé ma bouche et j'ai laissé un silence. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que premièrement, on m'a reprogrammé pour un autre entretien où on allait parler spécifiquement de la paix. Et l'autre entretien, lorsque l'autre entretien est arrivé, on se présente, voilà, voilà, on se présente tout simplement. Et par la suite, on doit parler d'argent. Et donc, est-ce que monsieur, t'as dit, vous voulez garder le même, est-ce que vous êtes tous la même grille tarifaire? Je dis oui. Je ne dis rien de plus. Et donc, on me fait la bonne proposition qui est un peu moins basse. Après, on me propose encore, on me fait une autre proposition qui est un peu plus hausse. Et par la suite, on me donne ma proposition initiale. Et je me suis rendu compte qu'ils avaient 3 contrats. Les 3 contrats étaient déjà signés. Et si j'avais accepté au début, ça aurait fait que j'aurais touché moins. Vous voyez? Donc, en négociation, mon seul conseil, ou en tout cas la seule directive que je peux donner ici, c'est que vous devez avoir un point de départ, c'est-à-dire vous devez avoir un objectif de départ, et par la suite, vous devez vous taire tout simplement. Il y a une règle en vente qui dit, lorsque vous vendez, vous essayez de vendre quelque chose, vous devez moins parler et plus écouter. C'est la même chose lorsque vous essayez d'avoir une augmentation salariale. Vous venez, vous soit la personne connaît déjà ce que vous demandez, soit vous exprimez ce que vous demandez et ensuite vous vous taisez. Vous voyez ce que la personne a pour vous, vous voyez où est-ce que la personne, jusqu'où la personne peut aller et ensuite, peut-être que vous réavisez. Je dis ça pourquoi? Parce que ça demande vraiment d'être extrêmement sûr de soi. C'est pourquoi je dis que la négociation, c'est vraiment les personnes qui sont bonnes en négociation, ou les personnes qui réussissent majoritairement la négociation, c'est les personnes qui ont une forte confiance en eux. Si vous avez une faible confiance en vous, vous allez tout le temps rater vos négociations parce que votre estime de vous-même est déjà très basse. Très souvent, la majorité des personnes qui veulent négocier, n'ont même pas le courage de négocier leur salaire. Donc quand ils arrivent, déjà parce qu'on les a proposé un contrat, ils sont contents de vous. Et ce qui fait que ils se font piper dès le départ. Et les gestionnaires, en tout cas les personnes qui sont chargées des ressources humaines dans les entreprises, ils le voient. Ils voient très vite la personne qui est sûre de lui ou la personne qui n'est pas vraiment sûre d'elle. Et ça n'a rien à voir avec la jeunesse ou pas. Ça n'a rien à voir. Ça a juste à voir avec la posture dans laquelle vous venez et les arguments que vous avez et surtout la confiance que vous avez en vous et en vos compétences. Quand vous venez avec une certaine posture, quand vous venez avec une certaine confiance, le résultat suit de lui-même. Je ne dis pas que ce sera tout le temps automatique, mais ce que je dis, c'est que vous avez plus de chances quand vous croyez en ce que vous dites que lorsque vous n'êtes pas vraiment sûr. Et une façon simple de travailler sur votre façon à mieux négocier, c'est de participer, de tout faire pour participer au plus de négociations possibles. Lorsque vous allez par exemple essayer d'acheter votre prochain billet d'avion, essayez de négocier. Essayez de négocier dans tout ce que vous faites. Et vous allez vous rendre compte que ça va être transversal. Ces petites négociations vont faire en sorte d'accumuler, vont faire en sorte que vous allez devenir un meilleur négociateur, même un très grand négociateur. Et ce qui va faire en sorte que lorsque vous serez devant des grosses opportunités, vous serez plus à même de les saisir parce que vous avez accumulé la confiance antérieure qui vous permet de venir avec une posture beaucoup plus affirmée. Compétence numéro 3 que vous devez absolument maîtriser, c'est l'art de raconter des histoires ou encore ce qu'on appelle en anglais le storytelling. Alors, pour cela, je vais vous raconter une petite histoire. Il y a de cela quelques mois, ça peut être presque un an maintenant, j'étais sur les Champs-Élysées et j'ai décidé de faire la queue pour entrer chez Louis Vuitton. Et avant ça, je ne connaissais pas l'histoire de Louis Vuitton. Et donc j'entre, je regarde les articles, je touche. Et il y a une hôtesse qui s'approche de moi, donc une vendeuse aussi. Et je touche un porte-monnaie. J'étais devant un porte-monnaie, en face il y avait les ceintures. Je regardais beaucoup les ceintures parce que voilà, je suis un peu fan de ceintures, etc. Et elle commence à m'expliquer l'histoire de Louis Vuitton. Moi, je ne connaissais pas l'histoire de Louis Vuitton de prime abord. Je ne savais pas que c'était quelqu'un qui avait commencé à faire des valises, qui avait fait des valises pour de grandes personnalités. C'est quelqu'un qui avait été en concurrence avec son fils. C'est quelqu'un qui avait été extrêmement copié à son époque. Je ne connaissais pas toute l'histoire du personnage, de la personne. Vous savez, avant, je me disais, bon, Louis Vuitton, peut-être c'est la maison, c'est le nom d'une famille. Je ne connaissais pas vraiment ce qu'il y avait derrière la marque Louis Vuitton. Et bien, je savais que derrière la marque Louis Vuitton, il y a l'histoire d'un personnage emblématique. C'est-à-dire que
Quand on vous raconte l'histoire de Louis Vuitton, vous voulez acheter le produit. Et vous n'achetez pas le produit parce que c'est un produit de luxe, parce que c'est un produit de qualité. Non, vous achetez l'histoire qu'il y a vraiment derrière ce monsieur. C'est un monsieur qui a dû se battre contre la copie à un moment donné de l'histoire où quelqu'un pouvait vous copier de A à Z et en fait, il n'y avait pas de loi contre cela. C'est-à-dire que vous ne pouviez pas l'arrêter, vous ne pouvez pas porter plainte contre lui et faire en sorte qu'il arrête cela, de vous copier. Et donc, il était tout le temps obligé d'innover. Tout le temps obligé d'innover. Par la suite, il a eu son premier enfant, son premier fils est devenu son propre concurrent. Vous voyez, Louis Vuitton, à la base, c'est quelqu'un d'extrêmement pauvre qui vient vraiment de la pure campagne et qui a dû faire des mois de marche pour arriver en ville et pour commencer à travailler. Il a commencé vraiment très petit. Bref, son histoire est vraiment assez marquante. Et quand vous écoutez ça, et quand on voit son produit, parce que les produits de Louis Vuitton que vous voyez aujourd'hui, par exemple la forme, le damier, c'est vraiment les couleurs, restent les couleurs que Louis Vuitton à la base avait instaurées. Et même le design global, ça vient de lui. Même les valises que vous voyez aujourd'hui, la façon dont c'est conçu, c'est Louis Vuitton qui les avait pensées comme ça. C'est pour ça que la marque ne se dénature pas. Parce que si c'est dénature, vous perdez aussi l'histoire de ce personnage-là qui est emblématique. Et je crois que beaucoup de personnes pensent que c'est l'image du article de luxe qui fait que Louis Vuitton vend. Non. Quand vous arrivez en boutique, ce n'est pas le luxe qu'on vous vend. Non, c'est l'histoire d'un monsieur qui a travaillé, qui a fait face à la concurrence, qui a lutté pour que ses œuvres soient les meilleures possibles, qui a toujours voulu être dans l'excellence, etc. Donc, le storytelling, ça vous fait acheter. Je vous parle d'un article qui coûte plus de 700 euros, un porte-monnaie. Et dites-vous que quelqu'un, à cette époque-là, je n'avais même pas 700 euros dans mon compte en banque, mais je voulais quand même acheter. Quand je suis sorti ce jour, je me suis dit, un jour, j'aurai un article de Vuitton. D'où l'importance du storytelling. Si vous regardez toutes les grandes marques aujourd'hui, Nike et son fondateur Phil Knight, vous allez vous rendre compte qu'il y a un gros storytelling derrière. Vous regardez Amazon avec Jeff Bezos, vous allez vous rendre compte qu'il y a un gros storytelling derrière. Vous voyez SpaceX avec Elon Musk, Tesla avec la personne de Nikola Tesla. Vous allez voir qu'il y a un gros storytelling derrière. Vous voyez Apple avec Steve Jobs, Tim Cook. Vous voyez, en fait, dans toutes les grandes marques que vous allez voir aujourd'hui, il y a une très belle histoire derrière. Une histoire qui inspire beaucoup. Et c'est cette histoire qui inspire beaucoup qui fait que de nombreuses personnes achètent. Par exemple, Nike, en plus de l'histoire de son fondateur, va essayer de racheter l'histoire des personnalités comme par exemple Cristiano Ronaldo, qui vont se rattacher à la marque, qui vont faire en sorte que d'autres jeunes qui se voient en la personne de Cristiano Ronaldo vont continuer à acheter. Donc si vous voulez commencer à avoir du succès dans vos affaires, commencez dès maintenant à raconter des histoires sur le produit que vous vendez. Ça peut être votre histoire, mais vous pouvez aussi vous associer à un influenceur dont vous allez payer les services parce que vous trouvez que son histoire est en adéquation avec votre produit. Il va promouvoir votre produit de par son histoire et vous allez gagner encore plus d'argent. Bernard Arnault ne voit pas par exemple sa fortune augmenter tous les ans parce qu'il est Bernard Arnault. Ce n'est pas son histoire qui fait vendre ses articles. Non, c'est l'histoire d'autres personnalités. Par exemple, dans le groupe LVMH, ils ont pris une marque du groupe et ils l'ont rattachée à l'histoire, par exemple, de Rihanna, ce qui a donné Fenty. Et ce qui fait que la marque rentre énormément d'argent et là, Bernard Arnault devient plus riche grâce à l'histoire d'une autre personne. Donc, en matière de storytelling, vous pouvez utiliser votre storytelling pour vendre votre produit, mais vous pouvez aussi utiliser le storytelling des autres pour vendre votre produit. Et je rappelle que dans le deuxième cas de figure, vous gagnez encore beaucoup, mais énormément plus d'argent. Alors, la compétence numéro 4, si vous voulez absolument être successful dans vos différentes affaires, c'est que vous devez maîtriser l'art de la concentration. Alors, en ce qui concerne la concentration, je vous recommande de regarder un très beau documentaire sur le personnage de Bill Gates. Ça s'appelle Inside the Brain of Bill Gates. Moi, c'est un documentaire que j'ai regardé et vous savez, il y a une partie où Bill Gates montre comment est-ce qu'il arrive à un certain haut niveau de concentration. Tous les ans, il se déconnecte totalement de la vie de tous les jours, de tous les appareils connectés, etc. Et il prend un châtelet dans une île où il est tout seul dans une maison en cabane et il a une bibliothèque en face de lui. Et donc, ce qu'il fait, c'est que pendant des jours, il ne passe son temps qu'à lire dans un endroit qui est calme et devant un beau paysage. Ce qui nous amène à quoi? C'est que la concentration demande déjà d'être déconnecté de l'environnement tous les jours. C'est très important. Pour être concentré, vous devez être déconnecté. La deuxième des choses, c'est que pour être concentré, vous devez avoir un objectif bien précis.
Quand Bill Gates, lui, s'isole, c'est pour lire des documents très ciblés. Ça peut être des rapports d'entreprise dans lesquels prochainement il va essayer de vouloir investir, par exemple. Et la concentration est extrêmement importante. Pourquoi? Parce que votre niveau de concentration de ça va découler le niveau de qualité des rendus que vous allez émettre. C'est-à-dire quoi? Si vous êtes bien concentré, par exemple, pour faire une vidéo, le rendu, il y a de grandes chances que le rendu soit exceptionnel par rapport aux compétences que vous avez. Maintenant, si vous n'êtes pas assez concentré, il y a de grandes chances que la vidéo que vous êtes en train de tourner ne va pas être, voilà, ne va pas être au niveau du potentiel que vous avez. Donc, dès maintenant, si vous voulez commencer à développer votre concentration, apprenez à vous isoler dans un endroit calme. Moi, par exemple, je peux vous conseiller une bibliothèque. Les bibliothèques sont des endroits spécifiques où vous pouvez vous concentrer. Pourquoi? Parce que les bibliothèques sont des endroits où on privilégie le calme. Et le calme amplifie la concentration. Parce que dans le calme, il n'y a aucun parasite. Vous savez, dans la vie de tous les jours, que vous soyez en route, c'est difficile de se concentrer parce que vous avez le bruit des voitures, vous avez les gens qui parlent, etc. Mais à la bibliothèque, le mot d'ordre, c'est chut. Vous devez fermer vos bouches, vous devez éteindre vos téléphones. Et donc, vous êtes déjà dans un environnement, dans un écosystème qui permet en sorte que vous soyez plus concentré. Compétence numéro 5 que vous devez absolument maîtriser si vous voulez commencer à réaliser vos objectifs, c'est que vous devez commencer à maîtriser le leadership. Le leadership. Vous savez, le leadership est tellement important parce que le leadership va vous permettre de passer de 1 à 11. Vous savez, vous connaissez cette règle de mathématiques qui dit 1 plus 1 égale à 11. Eh bien, on arrive à 1 plus 1 égale à 11 grâce au leadership. Je vous explique. Quelqu'un qui a des capacités de leadership, c'est quelqu'un qui est capable d'emmener les autres dans sa vision. Et vous savez, vous connaissez cette célèbre phrase qui dit « Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin ». C'est très anodin. Regardez toutes les grandes entreprises que vous allez observer aujourd'hui. Vous allez voir JP Morgan, la grande banque JP Morgan. Vous allez voir Nestlé, cette grande entreprise qui a tellement de produits dérivés. Vous allez voir Lego. Vous allez voir même des grandes franchises de films comme Fast and Furious. C'est des projets derrière lesquels il y a énormément de personnes. Pour certains, il y a des acteurs, mais des acteurs, il y a aussi des réalisateurs. Il y a même des personnes vacantes. Dans les entreprises, il y a des salariés. C'est des milliers et des milliers de salariés. Il y a des entreprises annexes qui soutiennent ces entreprises-là. Vous avez, en fait, vous avez tout un écosystème qui permet en sorte de réaliser la vision du leader. Et une bonne façon de développer son leadership, c'est tout simplement de faire ce que vous dites. Dans une de ses interviews, Aliko Dangote disait la meilleure façon de faire en sorte que les autres suivent votre vision, c'est de faire ce que vous dites. Moi, je me rappelle toujours du premier accord Toltec. Vous devez respecter votre parole. C'est très important. Pourquoi? Parce que dès lors que vous dérogez à votre parole, les gens le voient, les gens le constatent et les meilleurs de votre équipe ne peuvent pas rester avec quelqu'un qui ne tient pas sa parole. Ou en tout cas, ils ne le toléreront pas deux fois. Ça, c'est qu'Aliko Dangote disait, c'est que à l'époque, il dirigeait une entreprise de cimenterie il avait aussi des business dans le sucre, etc. Et il avait son conseil d'administration avec des chefs d'entreprise, d'autres chefs d'entreprise, en tout cas des chefs d'entreprise qui dirigeaient déjà ces entreprises. Et il y a un de ses meilleurs chefs d'entreprise, un de ses lieutenants, un de ses bras droits, qui l'a quitté parce qu'il avait décidé de prendre une parole qu'il n'a pas tenue envers lui. Et cette personne en le quittant, lui avait tout simplement dit, Aliko, je te quitte, pas parce que j'estime que tu es un homme qui n'a pas de grande valeur, mais tout simplement parce que tu es un homme qui ne tient pas ta parole. Et ça l'avait marqué à vie. Et depuis ce jour, il a dit qu'il ne perdrait plus jamais quelqu'un de compétent dans ses équipes parce qu'il tiendra toujours sa parole. Et en fait, votre objectif numéro 1, quand vous levez tous les jours, ça doit être de ça doit être de respecter votre parole. Votre parole doit être comme un contrat que vous avez signé quelque part. C'est-à-dire que si vous y dérogez, les conséquences sont lourdes et vous les appliquez directement. Une fois que vous maîtrisez le leadership, il y a une compétence que vous devez aussi absolument associer à cela, d'où la compétence numéro 6, qui est celle du réseautage. Alors déjà, qu'est-ce qu'est le réseautage et qu'est-ce que n'est pas le réseautage? Ce qui n'est pas le réseautage, c'est de rencontrer beaucoup de personnes, rencontrer plusieurs personnes à plusieurs événements. Ça, c'est pas le réseautage.
Le réseautage, c'est l'art de rencontrer des personnes qu'on a ciblées à l'avance et de nouer une relation long-termiste. Habituez-vous dès aujourd'hui à ne plus jouer aux jeux court terme. Non, ça n'a pu être votre objectif. Jouez à des jeux long terme, ciblez des personnes spécifiques que vous voulez rencontrer et essayez au maximum de les rencontrer le plus tôt possible sera le mieux. Moi, par exemple, un exercice que moi j'ai quand j'essaie de réseauter avec les gens, c'est que au début du mois, je prends une liste où je vais écrire 5 noms de personnes que je sais que je peux rencontrer, par exemple, directement en Île-de-France. Je sais que c'est dans mon centre de vision, mon champ d'application. Donc, je peux me rendre à son bureau en 1 heure, 2 heures de temps. Donc, ce que je fais, c'est que je liste le début du mois. Et pendant le mois, j'essaie de me réveiller très tôt le matin parce que j'estime que cette personne va arriver au bureau entre 7 heures et 9 heures parce que c'est les heures d'ouverture ici en France et sortira entre 15 heures et 17 heures parce que ça, c'est les heures de sortie du boulot ici. Donc, je vais cibler quelqu'un, voilà, et je vais me positionner très tôt le matin. Je vais aller devant son bureau, je vais aller très tôt, quelques heures avant peut-être. Si je sais qu'il estime qu'il va commencer à 7 heures, moi je vais arriver à 6 heures et je vais rester devant son bureau. On avait dit c'est tout simplement de le rencontrer, d'essayer d'avoir son numéro, d'échanger avec lui, de voir qu'est-ce que moi je peux l'apporter et qu'est-ce qu'il peut m'apporter en retour. Bref, d'essayer de nouer une relation au début tout simplement. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais le faire et je vais voir les résultats tout simplement. Donc moi j'ai rencontré quelques personnes comme ça que j'estimais beaucoup, que je voyais sur les réseaux, et certaines personnes qui ne sont pas du tout sur les réseaux sociaux et que j'avais voulu rencontrer depuis. Et ça m'a vraiment ouvert certaines portes que je n'aurais jamais cru. Juste partir me placer devant leur bureau à 5 heures du matin pour attendre qu'ils soient là et tout simplement les rencontrer. Ça, c'est quelque chose que je ne vois pas beaucoup qu'on divulgue sur Internet. Mais si vous le faites, les résultats seront énormissimes. Surtout si vous commencez à cibler des personnes qui sont directement dans votre environnement. Parce que l'avantage avec ça, c'est que ce ne sont pas juste les personnes d'Internet. Non, c'est les personnes que vous avez ciblées. Imaginez par exemple que vous êtes dans la médecine, que vous voulez rencontrer des médecins. Parce que vous êtes en début de carrière, vous ne savez pas encore vous orienter. Tout simplement parce que vous voulez faire la carrière en médecine qui va vous rapporter le plus d'argent. Donc vous allez regarder des spécialistes dans votre domaine, dans la médecine, qui ont des cabinets directement à Paris. Et vous allez aller tôt le matin, vous placer devant le bureau et attendre qu'ils arrivent. Vous allez vous positionner, vous allez les rencontrer. Voilà, vous allez préparer votre phrase d'accroche, etc. Qu'est-ce que vous pouvez les apporter? Bref, c'est quelque chose qui se prépare en amont. Mais quand c'est bien fait, les résultats qui sont derrière, vous n'êtes même pas encore prêt pour les résultats qui sont derrière. Et pour finir, septième compétence que vous devez absolument avoir, vous devez maîtriser l'art de l'influence. Alors, c'est quoi maîtriser l'art de l'influence? Vous savez, moi, je définis l'influence comme l'art d'éblouir des gens et ce qui va leur permettre de se rapprocher de nous, qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire que, et donc l'influence permet quoi? L'influence permet à ce que des personnes, moi je parle toujours que tout doit être ciblé, que des personnes qui puissent se rapprocher de vous, donc des personnes avec lesquelles vous avez quelques points en commun, vont se rapprocher de vous même à votre insu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parce que vous avez développé une certaine aura, donc il y a des personnes qui vont venir vers vous, même sans que vous n'émettiez le désir que ça se passe ainsi. Je vous prends un exemple. Imaginez par exemple que dans votre environnement, vous êtes la personne qui parle le plus d'argent. Eh bien, normalement, si vous avez une bonne influence sur votre environnement, lorsque les personnes vont commencer à naître le désir, le besoin d'investir va naître en eux, ils vont naturellement se rapprocher de vous. Parce que vous êtes personne-là qui détenez dans l'environnement dans lequel vous baignez l'influence et la crédibilité qu'il faut en matière d'argent. C'est que vous en parlez régulièrement, vous avez des résultats dans ce domaine-là. Et donc, naturellement, ils vont se rapprocher de vous. C'est ça qu'on appelle l'influence. C'est que vous êtes arrivé à un niveau de crédibilité auprès des personnes que vous connaissez qui font en sorte que, ok, dès lors qu'ils ont un problème et qu'ils savent que vous avez les compétences qui peuvent permettre de le résoudre, ils vont naturellement se rapprocher de vous et ils ne vont pas commencer à rechercher une personne sur Internet ou quoi que ce soit. Non, ça va devenir automatique. Et pour que cela arrive, j'ai envie de dire, très souvent, ça prend des années même. Parce qu'on ne se lève pas du jour au lendemain, on commence à devenir influent. C'est quelque chose qui se travaille pendant les années. C'est parce que vous allez tenir votre parole jour après jour. C'est parce que vous allez garder une certaine constance. C'est parce que vous allez entretenir une certaine image. C'est parce que vous allez vous intéresser peut-être aussi à eux.
Bref, vous allez créer tout un écosystème qui va faire en sorte que ça devienne naturel de venir vers vous dès lors que le besoin est émis, consciemment ou inconsciemment. C'est-à-dire que vous devenez la personne automatique. Vous voyez, très souvent, moi je vois souvent des familles quand je vais au Carrefour, dès lors qu'on pense aux tartines, les enfants disent directement Nutella. Pourquoi? Parce que le Nutella a déjà une influence sur les enfants, ces enfants-là. Donc, l'influence, ça peut venir de plusieurs façons. Vous pouvez influencer les autres parce que vous êtes quelqu'un, par exemple, qui est tout le temps avec d'autres personnes. Et donc, ça veut dire, si tout le temps, pardon, vous marchez avec d'autres personnes, ça veut dire qu'on peut vous faire confiance. Juste ça. Juste le fait qu'on vous voit constamment avec d'autres personnes, ça veut dire qu'on peut vous faire confiance. Ça, c'est des langages non verbaux qui vont faire en sorte que les autres vous feront confiance. Un autre exemple, c'est que, imaginez par exemple que vous avez des résultats dans votre domaine. Vous êtes par exemple chirurgien et vous êtes sorti dans le top 10 dans votre pays d'origine des meilleurs chirurgiens. C'est normal que lorsque des besoins en matière de santé qui nécessitent de la chirurgie sortent dans votre champ de vision, c'est-à-dire dans votre cercle, naturellement, les personnes viendront vers vous. Pourquoi? Parce que vous êtes l'expert du domaine. Voyez? Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura été d'une très grosse utilité. Mais au-delà de cette compétence listée ici, il y a une autre compétence qui va vous permettre de pouvoir investir à l'avenir. C'est celle de commencer à pouvoir économiser. Et tenez-vous bien au cas, j'ai sorti récemment une vidéo qui vous permettait, en tout cas qui présente 15 différentes astuces qui vont permettre d'économiser le plus d'argent possible. Donc cliquez sur le lien qui va s'afficher à l'écran pour pouvoir bénéficier de cette vidéo. Sur ce, c'était Alfred. Ciao.